Donc, comme je le disais, on est là pour faire un partage de retour d'expérience autour de la transformation cloud de certains de nos clients. Donc, ça va être tranquille pour une pause digestive. Donc, il y aura Gwendolyn Cadic du groupe Rocher. On a Stéphane Colberger et Christian Manas de chez Hammerspar Salomon et Philippe Gasser de chez Atlassian. Et donc, moi, c'est Léo Carlisic, je suis responsable de vente pour Valiantis. Donc, je vais laisser chaque personne s'introduire un peu pour vous expliquer un peu leur rôle dans leurs organisations. Et ensuite, on présentera le cloud. Ça marche. Donc, moi, je commence. Donc, je m'appelle Gwendolyn Cadic. Je travaille pour le groupe Rocher, notamment la marque Yves Rocher que vous devez connaître. Mais il n'y a pas que. Il y a 11 marques à travers le monde. Arbonne, Sabonne, Petit Bateau que vous devez connaître. Mon poste chez Groupe Rocher, en fait, alors avant d'intégrer Groupe Rocher, j'ai fait un petit parcours chez Capgemini que j'apprécie énormément. Et j'ai intégré Groupe Rocher depuis pas mal d'années maintenant. Et j'ai fait différents postes qui m'ont permis d'avoir une expérience assez variée, notamment des postes de management, des postes de data architecte. Et dernièrement, le poste que j'occupe est performance et qualité. Manager de la performance et de la qualité au niveau de l'IT. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste en méthode, process et organisation. Et j'ai un rôle particulier, je suis lead global pour tout GRTS, donc tout l'IT du groupe Rocher au niveau d'Atlassian. Bonjour, Stéphane Colberger, je travaille chez Hammersports, chez Salomon pour le groupe Hammersports. Je m'occupe des produits confiance, je m'occupe de la gouvernance, de l'administration. Et voilà, c'est tout. Bonjour, je suis Christian Manas, je suis responsable de l'équipe dans laquelle travaille Stéphane. L'équipe étant nommée communication et collaboration. On a en charge principalement des outils autour de ces sujets et de ces topics pour l'ensemble du groupe Hammersports et également pour Salomon. Donc on parle ici d'intranet, on parle ici d'outils collaboratifs sur des technologies Microsoft et également des outils Atlassian avec du Jira et du Confluence installés chez nous déjà depuis quelques années. Merci. Et bonjour, moi c'est Philippe Gasser, je suis le Solutions Engineer de chez Atlassian. C'est l'ingénieur avant-vente. Je suis souvent le conseiller technique de tous nos clients et je les aide à découvrir et à maximiser leur investissement dans les produits Atlassian. Dans notre plateforme cloud, souvent en termes techniques. Alors justement, tu vas pouvoir faire l'introduction du premier sujet autour des enjeux de tes clients. Qu'est-ce qui généralement les motive à aller sur le cloud Atlassian? Quels sont les enjeux sur lesquels ils te sollicitent? Souvent, le cloud Atlassian devient intéressant parce que c'est là où Atlassian investit le plus. Depuis déjà 4-5 ans, on est cloud first depuis 2018. Donc voilà, la plupart de nos discussions aujourd'hui sont toujours autour des migrations cloud, qui est un vrai projet de transformation. Ce n'est pas simplement migrer un outil de on-prem vers le cloud. Il faut aussi penser à comment est-ce qu'on va rénover un peu ces manières de travailler dans le cloud, puisque ça change beaucoup. On parle vraiment de 2 solutions différentes. Donc voilà, on accompagne beaucoup nos clients autour de la pensée, autour de la refonte de leur processus. Ouais. Côté Groupe Rocher et Hammersport Salomon, quels ont été les enjeux, les moteurs de la décision d'aller sur le cloud? Je commence. Donc il y en a eu plusieurs. Tout d'abord, on a été contraint de bouger si on voulait toujours être supporté. Ça fait 2 ans qu'on a migré nos instances Atlassian et Confluence et Jira sur le host Valiantis. Donc ça s'est très bien passé. Et puis là, on était sur des licences serveurs et puis on nous a appris que le support s'est terminé fin janvier 2024. Donc pour une entreprise toujours délicat de partir sans support sur une technologie aussi utilisée et aussi critique pour la société, donc on a dû faire ça. Il y avait également un enjeu sécurité, parce qu'on s'est aperçu, on a fait face à des failles sécurité importantes ces dernières années ou ces derniers mois. En termes de réactivité pour le déploiement des patchs ou des fixes sécurité, c'était un peu compliqué. Ça a pris bien plus de temps que ce qu'on pouvait avoir sur le cloud Atlassian, où ça s'est réglé en quelques heures. Et puis des enjeux liés à la stratégie de l'entreprise depuis quelques années, où on est très tourné vers le cloud depuis déjà 4-5 ans. On est sur de l'Azure, on est sur de l'AWS, on avait pris un virage virtual machine, on a pris un virage cloud, et maintenant on est sur un virage SaaS, d'accord. Donc, et Atlassian nous proposait cette solution. D'accord. Là, je pense que vous, c'est un peu différent. C'est pas une migration on-premise, c'est directement le cloud. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, nous, chez Groupe Rocher, on a une stratégie depuis plusieurs années de préférencier le cloud sur nos produits ou nos solutions qu'on va aller intégrer dans le groupe. Donc, c'était pas forcément pour nous, c'était une évidence en fait de passer dans le cloud.
D'accord. Nous, on s'est rendu compte effectivement chez Valiantis qu'au départ, c'était vraiment une transformation liée à la radio on-premise, mais de plus en plus, nos discussions avec nos clients ne sont plus tellement sur la technologie, la plateforme d'architecture, mais plutôt sur les apports métiers. Est-ce que ça a été des questions qui ont été discutées en interne pour prendre la décision aussi d'aller sur le cloud ou c'était vraiment de la technique pure? Non, c'était vraiment une décision. Ça a d'abord été donc une décision de migration. On a été contraint de le faire. Et puis après, on m'a dit que c'était pas une migration qu'on allait faire, qu'on allait opérer, que c'était une transformation. Alors j'étais un peu surpris au début, on se demandait ce que c'était. Et effectivement, on est bien sur une phase de transformation, c'est-à-dire qu'au niveau fonctionnel, au niveau des usages de la plateforme, elles restent identiques bien entendu, mais ça apporte un plus que souhaitaient pas mal de nos utilisateurs qui avaient l'occasion de jouer avec Jira Cloud, avec des accès gratuits ou autres, ou de par des intermédiaires de leurs collaborateurs métiers ou autres. Et on a été poussé par le métier pour migrer rapidement sur le cloud aussi. Ouais. Donc c'était pas uniquement à travers des problématiques support, sécurité ou autres, c'était aussi que le métier et nos collaborateurs en interne souhaitaient une migration, une transformation rapide. Philippe, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose? Non, excuse-moi. Pour Groupe Rocher, juste pour vous donner aussi pour répondre à ta question. Pour Groupe Rocher, en fait, c'était pas migrer pour un outil. C'est en fait, on a fait une phase de transformation de notre IT depuis fin 2021-2022, qui est une réorganisation complète des équipes en mode produit. Équipe française uniquement, puisque ça demande déjà énormément de travail au niveau des équipes françaises. Et on en a profité pour revoir certains outils, certaines méthodes. Et donc, c'est à cette occasion qu'on a sélectionné Atlassian et qu'on a mis en place Jira pour la gestion d'activité et Confluence pour la documentation de nos produits, Groupe Rocher. Et toi, Philippe, côté Atlassian, il y a aussi plus de sollicitations, parce que je vois un certain dynamisme autour des solutions comme Jira Product Discovery, là, le nouveau whiteboard pour Confluence. Comment ça se passe au niveau des discussions métiers? Oui, notamment Confluence Database qui est en alpha aujourd'hui. Donc voilà, Atlassian investit beaucoup dans le cloud où on peut apporter beaucoup plus de cas d'usage. Si on prend Confluence par exemple, Confluence on-prem, serveur c'était souvent considéré comme un Wikipédia interne en lecture froide. Par contre, dans le cloud, ça devient vraiment un workspace collaboratif où on peut collaborer et faire beaucoup plus de choses. Donc de ce point de vue-là, oui, on incite toujours nos clients à repenser leur façon de travailler quand ils migrent dans le cloud. Sûr. Donc effectivement, souvent les enjeux de nos clients sont effectivement soit autour de la partie architecture, de la partie métier, de la partie sécuritaire, des fois aussi la partie légale, notamment les contraintes de stockage de données, data residency, auxquelles on discute souvent. Donc on a fait le tour un peu de quels sont les moteurs. Maintenant, j'aimerais avoir un peu votre retour d'expérience sur comment s'est déroulée cette transformation. Est-ce que ça s'est fait assez facilement? J'en suis persuadé. Est-ce qu'il y a eu des choses plus difficiles? Est-ce qu'il y a des... Comment s'est déroulée votre expérience projet de la transformation? Je sais pas. Nous, ça a été en fait, donc on a mis en place Atlassian, on va dire officiellement, parce qu'il y avait quand même quelques équipes qui travaillaient avec Atlassian. Donc, elle a mis en place dans le cadre d'une transformation globale de notre IT. Donc, ça a été assez intense pour les équipes, puisqu'en fait, en même temps qu'elles se retransformaient, en même temps qu'on revoyait nos modèles, nos rôles dans l'entreprise au niveau de l'IT, et qu'on changeait des process, il fallait en plus intégrer un outil. Donc l'objectif, nous, dans la transformation, ça a été de rendre l'outil le plus accessible possible, le plus rapidement possible, et le moins pénible et le moins pénalisant pour les équipes. Donc on a été vraiment sur travailler sur l'acquisition, la diffusion de l'outil le plus rapidement possible et sans les pénaliser. Là, tu parles que des points positifs ou il faut que je parle des points négatifs? Tu peux parler des points négatifs, il n'y a pas de censure. Je sais pas. Il n'y a pas de censure. Alors, point positif, c'est qu'à 1 an, toutes nos équipes ont basculé France. Donc, bravo à elles. Elles ont eu un engagement incomparable. Je ne sais pas comment le dire. Donc, du coup, elles ont vraiment joué le jeu. Et c'était très dur parce qu'on a des équipes qui partent de différents horizons, des équipes qui étaient attachées à d'autres outils. On a des équipes qui sont très différentes en maturité. On a des équipes en SAFe, pour ceux qui connaissent, donc l'agilité à l'échelle. On a des équipes qui sont en Scrum, l'agilité au niveau d'une équipe. On a des équipes qui sont dans les modes cycle en V. On avait des outils, on avait du Version 1, on avait du Excel, on avait différents outils pour gérer l'activité.
Donc elles ont joué tous le jeu, donc ça a été super. Maintenant, les difficultés, c'est qu'on était sur diffuser au maximum, ouvrir au maximum l'outil et peut-être trop l'ouvrir. Donc on a eu beaucoup d'administrateurs dans la plateforme, on en a eu 20 à 25. Donc moi j'ai intégré, on va dire, j'ai intégré le dispositif à Atlassian, donc moi j'ai pris la responsabilité de lead GRTS qui a été créé, un rôle qui a été créé dans l'entreprise en avril de cette année, donc c'est tout récent. Et le premier objectif que moi j'ai, c'est d'aller rationaliser, d'aller créer plus de modèles et d'aller épurer, simplifier notre administration. Puisque ce qui a été fait était génial. En un an, on a vraiment bien transformé. Mais maintenant vient l'ère où le fait d'avoir trop ouvert, d'avoir trop permis, va nous pénaliser dans l'avenir. Donc on est vraiment sur cet objectif d'aller travailler avec les équipes pour aussi augmenter notre niveau de sécurité et puis notre niveau de gestion au niveau des comptes, quoi. On a souvent cet écueil, effectivement, entre créer de l'adhésion pour encourager les utilisateurs à utiliser ces nouvelles solutions. Mais l'inconvénient, effectivement, comme je le dis, c'est revenir sur, on est comme dans un cadre d'entreprise, on doit souvent avoir des indicateurs transverses, des méthodologies transverses aussi. Et effectivement, quand on est un peu trop dans customisation, c'est un peu compliqué de reprendre la main. Et côté Hammersport, On a eu une grosse phase de préparation. En fait, c'est un sujet qu'on a commencé à aborder il y a presque 2 ans en arrière, par l'intermédiaire de nos commerciaux chez Valiantis, nous expliquant justement que Atlassian allait stopper les licences serveurs à date, en janvier 2024. Donc c'est un sujet qui a commencé à mûrir, c'est plutôt ancien. Et on a été accompagné pendant un an et demi par notre commercial Valiantis, et par certains interlocuteurs qui nous ont expliqué ce que ça signifiait en fait en termes de transformation, les différents processus, notamment le fameux assessment. À côté de ça, il y a eu toute une problématique sécurité. Il a fallu qu'on fasse valider ces nouveaux outils cloud par notre entité sécurité en interne. Ça a pris un certain temps. Et également, ce qui a pris le plus de temps, c'était au niveau juridique et légal. Donc on a fait intervenir le DPO de chez nous, au niveau du groupe Hammersports. On a fait intervenir le DPO Atlassian, on les a mis en relation, et puis on a essayé de trouver les meilleurs accords possibles pour que ça corresponde au mieux à nos règles internes. Et ça a été fait. Tout ceci a pris quand même près de 4-5 mois. Notamment aussi après pour discuter des coûts, pour voir un petit peu comment on pouvait s'arranger au mieux pour avoir accès à du discount ou au dual licensing. C'est également quelque chose qui nous a été proposé et qui nous a été très utile justement pour permettre une continuité de service sur nos solutions hostées par Valiantis et ce fameux passage au cloud et cette fameuse transformation. Donc on a été plutôt serein. Par rapport à la transformation elle-même, ce que je dirais, c'est que les enjeux et les défis qu'on a pu rencontrer, c'était de savoir est-ce que le cloud allait réellement répondre à 80, 90 ou 100% aux fonctionnels actuels chez Salomon et chez Hammersports. On s'est très vite aperçu que ce n'était pas le cas. C'est pas du tout, comme l'indiquait notre collègue de chez Atlassian, c'est pas du tout en fait la même solution. Il y a un socle commun, on fait beaucoup de choses en commun. Les gens, quand ils seront habitués à gérer avec Confluence, ne sont pas perdus quand ils basculent dans le cloud, mais il y a de réelles différences aussi, notamment au niveau des plugins et des add-ons qu'on peut utiliser. Effectivement. Effectivement, l'assessment, souvent, une des difficultés qu'on a, c'est de faire comprendre, c'est pour ça qu'on parle plus de transformation que de migration, c'est de faire comprendre que les usages qu'il y a au niveau de la solution on-premise est complètement différente. D'ailleurs, on a une petite histoire en commun avec Hammersport Salomon sur l'écueil, on y reviendra plus tard, sur une différence entre une app on-premise et une app sur le cloud. Philippe, toi, au niveau de la mise en œuvre, c'est quoi les préconisations d'Atlassian au niveau de la méthodologie de migration? Alors chez nous, c'est un vrai programme en interne, la migration d'un client vers une solution on-prem, serveur ou data center vers le cloud, en plusieurs étapes. Et il y a une grosse partie dans le assessment qui est fait, souvent avec nos partenaires aussi. Donc là, on va regarder beaucoup de choses, y compris vos applications, comment vous gérez vos users aujourd'hui, on-prem, comment vous pourriez faire dans le cloud, la sécurité légale, tout ça. Donc c'est vraiment une étape importante pour Atlassian et on veut s'assurer que tout ça vous convient avant de tenter de faire une migration. Voilà, donc et notamment sur les applications, on passe beaucoup de temps sur l'app assessment parce que les applications souvent changent on-prem et cloud.
Peut-être qu'une app n'est pas disponible dans le cloud parce que ça devient une fonctionnalité native dans Atlassian, ou peut-être qu'elle est dispo, mais elle change beaucoup de features. Donc là, on veut, avec nos clients et nos partenaires, s'assurer qu'il y a bien qu'on set les bonnes expectations, les bonnes attentes sur qu'est-ce que peut faire l'app dans le cloud. Globalement, Christian, tu parlais du fait que ça va durer 2 ans. La durée de l'assessment, globalement, a duré combien de temps sur ces 2 ans? Ça a été très rapide en fait. L'assessment était rapide parce qu'on avait déjà travaillé il y a 2 ans en arrière sur une migration de nos serveurs on-prem chez Valiantis, donc sur des serveurs hostés. Donc il y avait un premier assessment qui avait été fait et en termes d'utilisation métier, il n'y avait pas eu grand changement. Donc l'assessment lui-même, il a pris quelques jours par la suite à être effectué et correspondait assez bien à ce qui avait été déjà réalisé. Par contre, on a vraiment commis une erreur, nous, et on peut revenir là-dessus, on en reparlera après, c'est qu'on a on s'est laissé embarquer par des besoins et des desiderata métiers de nos utilisateurs qui souhaitaient toujours plus de plugins pour de nouvelles fonctionnalités. L'arrivée de Safe, en l'occurrence, nous a obligés à introduire de nouveaux plugins qui n'étaient pas forcément supportés à 100% sur le cloud. Mais on pourra y revenir plus tard. Effectivement, l'assessment avait été fait sans ce plugin dans le scope. Et donc, ils ont continué à travailler avec ces nouvelles add-ons. Et le jour de la migration, on s'est rendu compte que effectivement, l'usage cloud était clairement plus restreint que ce que c'était sur l'entreprise. Et donc, l'équipe métier nous a donné un no-go quasiment 2 jours ou 3 jours avant la mise en production. Et donc, on est en train de travailler maintenant pour trouver une solution équivalente sur le cloud. On va la trouver. Mais en tout cas, voilà, l'écueil, le bon conseil qu'on pourrait avoir sur cette expérience-là, c'est vraiment, sur l'assessment, il faut vraiment qu'on ait figé la partie technique et métier, de façon à ce qu'on puisse s'assurer que, dans le cadre de la migration et de la transformation, toutes les équipes métiers soient incluses et sur les bons usages, qu'on n'ait pas de mauvaise expérience à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur l'accompagnement, le projet? Le projet, globalement, a duré combien de temps? Si on dit à partir du moment où on a fait l'assessment et globalement la migration, enfin, pour toi, Gwenaëlle, c'est plutôt quel moment vous avez décidé, donc vous, c'est tout de suite? 1 mois. Ça peut toujours être comme ça. Stéphane. Nous, on avait misé aussi sur 1 mois. Et on a. Et bon, On vous avait dit 1 mois. On n'a toujours pas migré, mais bon. Bon, ça s'est globalement très très bien passé. Hormis cette surprise sur AgiLive, en fait, on était même partant pour finir la migration. C'est vraiment le métier qui nous a dit non, nous on a vraiment besoin. Enfin, ils nous ont pas supplié, mais bon, presque. Et du coup, on a eu. Enfin, il y a des aléas qui font que. En fait, on a été pris à la gorge par rapport au compte utilisateur. On a dû démarrer avec. On a eu différentes péripéties. Et bon, au final, c'est peut-être pas plus mal que finalement. 1 mois, c'est peut-être. Enfin, en tous les cas, pour notre structure, pour 1000 utilisateurs à peu près, Jira et Confluence, je pense qu'il faut laisser un temps aux utilisateurs d'aller dedans et découvrir. Et on n'avait clairement pas cette phase prévue. Ouais. Pardon, peut-être pour vraiment compléter et répondre à ta question. Entre l'assessment et le démarrage du projet de transformation, il y a eu 1 mois. On a commencé mi-août, on a fait l'assessment mi-août et on a démarré mi-septembre. Et on devait exécuter fin septembre. Et on devait exécuter 2 dry runs avant la mise en production. Et sur le premier, en fait, on s'est aperçu que il y avait des gaps, des différences trop importantes entre certains outils pour vraiment aller jusqu'au bout. Mais on est reparti sur un dry run en novembre et une mise en production derrière. On a aussi un écueil, c'est vrai que c'est un peu compliqué, donc je vais faire un peu de technique, désolé. On a aussi un calendrier des fois qui peut être très court, parce qu'on doit répéter souvent techniquement, parce que la contrainte que nous on a au niveau Valiantis, certainement côté Atlassian aussi, c'est que la plateforme Cloud est une plateforme qui évolue très vite. C'est-à-dire toutes les semaines, il y a son lot de nouvelles fonctionnalités, de rollout. Les outils de migration aussi changent très régulièrement, parce qu'on découvre beaucoup aussi de bugs qu'on fait corriger, où on doit adapter aussi les nouvelles évolutions. Et donc souvent, on fait un premier test technique en début de projet. Ensuite, on lance la phase de test, et cette phase-là est souvent la plus longue, qui peut être entre 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction de la complexité du travail de l'instance. Et ensuite, on fait un dry run avec l'outil de migration d'Atlassian. Et très rapidement derrière, par contre, il faut faire la mise en prod. Parce qu'en fait, quand on fait le dry run et qu'on met trop de temps pour faire la mise en production, si l'outil de migration a changé, on va potentiellement découvrir de nouvelles procédures, un nouveau runbook à faire. Et donc, on va devoir répéter et itérer plusieurs fois les choses. Donc, des fois, on a aussi ce besoin de cadencer rapidement la partie répétition et mise en prod. C'est quelque chose que vous avez vécu
Complètement, oui. Ouais, exécuter 2 dry runs en l'espace d'une semaine, c'était jamais vu encore. Surtout quand on repart sur on remet toutes les données à zéro et on réexécute complètement les scripts et la migration de données et d'utilisateurs. Donc ouais, non, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vécu jusqu'à présent. D'accord. Pas d'autre chose à dire sur la partie projet? Moi, juste pour rajouter, j'ai dit 1 mois, mais en fait, la stratégie, nous, c'est on va jamais, enfin en tout cas, comme je disais, le but, c'était pas de fatiguer et de rajouter de la charge aux équipes qui avaient déjà énormément de transformations à ingérer, on va dire. Et donc, du coup, en fait, on l'a fait équipe par équipe. Donc, peut-être si j'ai un conseil à faire, nous, ça a très bien marché. On le fait équipe par équipe. Et quand je dis 1 mois, c'est vraiment l'intérêt du cloud. C'est qu'on n'a pas toutes ces étapes trop de préparation. On a une étape de paramétrage. Et après, on est plutôt surpris très rapidement quand on met des choses en place dans le cloud par tout de suite, les utilisateurs ont très vite en main les outils. Et on se retrouve confronté à énormément de questions d'un coup. Donc c'est plutôt ça qu'il faut se prémunir, parce que nous, voilà, on a peut-être mis très vite aussi les outils, on a très vite été confronté à des niveaux de maturité différents, mais on l'a fait équipe par équipe, ce qui nous a permis d'avoir en front toutes les équipes, quoi. Donc, si je peux juste rajouter quelque chose, pardon, et c'est quelque chose que tu as déjà dit, c'est vrai qu'au niveau du projet, ce qu'il est intéressant de faire aussi, c'est de profiter de cette transformation et migration pour retravailler sa gouvernance et proposer de nouvelles règles. Comme on a pu anticiper bien en avant ce sujet, on a travaillé notre gouvernance parce que c'était un peu anarchique par rapport à la manière dont c'était gouverné, administré. On avait énormément d'administrateurs un peu partout. Donc, comme on a anticipé cette migration sur le cloud, on a pu se pencher là-dessus, retravailler tout ça, mettre de nouvelles règles en place pour que, quand on allait justement partir sur la migration technique, on soit déjà propre. Et c'est vraiment un bon moyen de retravailler sa gouvernance et de l'imposer, entre guillemets, à nos utilisateurs. Peut-être juste sur ce point, c'est vrai que la gouvernance dans le cloud change du modèle on-prem, puisque dans le cloud, on va parler d'organisation Atlassian qui va contenir après aux différents sites. Donc là, c'est une boîte fonctionnelle dans laquelle vous avez tout le management de vos utilisateurs dans le cloud, et qu'après vous donnez accès vers différents sites. Alors que on-prem, ça fonctionne différemment. Vous avez plusieurs serveurs ou data centers qui ne sont pas forcément connectés entre eux. Donc voilà, ici, on donne l'option vraiment de repenser sa gouvernance avec différents types de niveaux dans le cloud. Je rebondis parce que du coup, je pensais qu'on allait partir avec 1000 utilisateurs ou je ne sais pas quoi. Et quand j'ai cliqué sur le bouton « Oui, récupérer tous les comptes », on s'aperçoit du Shadow IT où c'est que en fait, il y avait 2000 utilisateurs depuis l'avènement de Atlassian Cloud qui s'étaient connectés, qui avaient créé des instances Jira, Donc maintenant, il va falloir faire le ménage. C'est un écueil souvent qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, en fait, on ne se rend pas compte qu'ils utilisent Trello, et Trello est une solution Atlassian. Et donc, quand vous utilisez Atlassian Access, vous récupérez tous ces comptes-là. Et donc, ça permet à l'entreprise, en tout cas, de savoir qu'il y a des Trello qui existent. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces données de l'entreprise qui sont... Ça permet d'avoir la main sur les comptes, du coup. Mais bon, il y a du boulot. Donc, si je résume, créer de l'adhésion, très important, mais faire attention quand même à la méthodologie, à la gouvernance. Des écueils techniques sur le lancement, enfin des écueils techniques, légaux, juridiques, sécuritaires pour la prise de décision, être vigilant sur les usages métiers pour justement s'assurer de l'adéquation du cloud in fine avec vos équipes. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est bien résumé, oui. Okay, et peut-être juste un point, mais je crois qu'on l'a dit tous les deux, c'est laisser le temps aux gens de s'approprier l'outil. En fait, moi... je laisse le temps aux gens de limite ne pas respecter les règles et les normes, mais qu'ils permettre aux gens de vraiment manipuler l'outil. Et après, la phase de normalisation devient un peu plus renforcée, on va dire. Mais je trouve que ce temps d'acquisition, pour moi-même être rentrée sur le sujet Atlassian, si je n'étais pas descendue jusqu'à faire des tickets, comprendre comment ça fonctionne, alors que ce n'était pas forcément dans mes directives, on va dire, de rôle, je n'aurais pas ce recul sur Atlassian. Donc il faut vraiment rentrer dans l'outil, ça prend du temps, mais une fois qu'on a compris, ça nous permet d'être plus pertinent. Et les utilisateurs, il faut qu'ils testent pour pouvoir s'approprier l'outil, quitte à ce que ça s'écarte de ce qu'on veut. Mais c'est pas grave, c'est plus tard qu'on va pouvoir retravailler sur la gouvernance et puis remettre un cadre qui va rester bien sûr pas dogmatique et flexible,
Mais voilà, ça se travaille dans un second temps. Pour moi, en tout cas, moi, c'est, je trouve, ce qu'on a réussi dans notre transformation, quoi. C'est vrai que ça rentre un peu dans le cadre du change management. C'est vraiment faire en sorte que les gens prennent le temps de s'approprier l'outil. L'outil est vraiment assez différent, même si on dit qu'il est semblable. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de pourquoi, de comment ça s'est déroulé, quel bilan vous pouvez tirer de cette transformation en termes, est-ce qu'il y a eu vraiment de l'apport de valeur? Est-ce que les gains qui étaient attendus, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que c'est peut-être encore trop tôt? Au niveau du groupe Rocher, donc nous, ce qu'on retient en très positif, c'est les équipes se sont transformées à une vitesse impressionnante et en résistant. Donc bravo à elles. On a eu des équipes qui ont aidé à la mise en place d'Atlassian chez nous, donc Valiantis, et on a aussi en interne Thomas, que je cite, Châtel, qui a beaucoup aidé à l'acculturation autour d'Atlassian. Donc bravo à tout le travail qu'il a fait. Ensuite, ce qui est pour nous révélateur que ça fonctionne, ce type d'outil collaboratif, c'est le fait que maintenant les équipes, elles peuvent fonctionner en synchronisation ensemble. C'est vraiment capital pour nous, puisqu'on est mondial. Et on a des marques partout et on a de l'IT qui est un peu partout. Et ça nous permet donc de pouvoir fonctionner notamment aussi avec nos partner skill centers, c'est-à-dire des personnes qui délivrent pour nous à distance, notamment en Inde, mais pas que, il y a ailleurs. Et donc ça nous permet de fonctionner vraiment, de synchroniser l'ensemble des activités où qu'on soit à travers le même outil. Ça permet aussi de partager l'information. Parce que je ne l'ai pas dit, mais dans notre stratégie, c'est qu'en fait, sauf espace particulier dans Confluence, de type la sécurité, pour ne pas citer, tous les espaces sont ouverts. Donc on est dans une démarche de transparence vis-à-vis de l'ensemble des équipes à partir du moment où on est groupe Rocher. Et côté Jira, c'est pareil. C'est-à-dire que les projets sont par définition ouverts. Pas modifiable, il faut avoir des droits particuliers sur les projets, mais en tout cas, par défaut, quand on a un accès à Jira, on peut regarder l'ensemble des projets, sauf projets confidentiels. Donc ça permet une transparence, ça permet de fonctionner de la même façon, ça permet de fluidifier les échanges et les transmissions de tâches ou d'activités entre équipes, et ça permet aussi à travers, nous on est en premium, mais à travers Advanced Roadmap, d'avoir, pour ceux qui ont besoin d'avoir une visibilité de type Delivery Manager chez nous, ou Product Line Owner chez nous, en termes d'organisation, on va dire les managers, d'avoir une vision en fait sur l'activité. Voilà. Parce qu'après, on a une gestion de portefeuille dans un autre outil, mais ça permet d'avoir cette visibilité cross-team et de pouvoir identifier les dépendances et potentiellement les risques qu'il va y avoir en termes de jalons et d'avancement des activités. Donc, top. Philippe, est-ce que tu peux rassurer les personnes qui sont devenues une crise d'urticaire en tant qu'on fait preuve de transparence? Il y a des outils chez Atlassian pour montrer aussi potentiellement la fuite de données. Je pense avec Beacon ou autre. Ouais, on pense beaucoup au DLP, Data Loss Prevention, chez Atlassian. Donc oui, on avait en bêta un produit qui s'appelle Beacon, qui permet de détecter des choses bizarres qui se passent dans votre Confluence ou Jira Software. Par exemple, si quelqu'un va mettre des données de carte bancaire, voilà, Beacon peut ressortir ça en une alerte. Mais je sais que Atlassian va sortir l'année prochaine, je crois, Beacon dans un bundle DLP qui sera, je crois, avec Access. C'est encore en cours de pensée chez Atlassian, mais oui, c'est quelque chose sur lequel on pense, oui. Ouais. Ça permettra sur l'équipe sécurité des éventuels comportements un peu particulier de certains utilisateurs. Voilà, par exemple, si quelqu'un va télécharger des espaces Confluence beaucoup à la suite, voilà, c'est un comportement anormal, on remonte ça dans Beacon. Mais pour télécharger un espace, il faut avoir les droits. Oui, alors... si on a les droits de l'écrire, on peut le télécharger. Nous, on ne donne pas les droits à tout le monde. C'est vrai qu'avant, on peut mettre en place une gouvernance propre, c'est vrai. Mais voilà, c'est important de dire, on peut faire preuve de transparence tout en ayant le contrôle quand même de sa donnée. Philippe, est-ce que tu as aussi toi des retours d'expérience sur les usages? Qu'est-ce que tu vois par exemple au niveau de tes clients une fois qu'ils ont fait la migration, la transformation cloud? Qu'est-ce qu'ils font généralement derrière? Est-ce qu'ils regardent Jira Product Discovery? Est-ce qu'ils transforment les plans? Il y a peut-être des clients qui partent sur standard rapidement, ils partent peut-être sur premium après. C'est vrai qu'une fois qu'on est dans la plateforme Atlassian et qu'on voit à quel point on peut créer des projets connectés à l'IT, au business, ou à l'ITSM,
et à quel point c'est fluide dans le cloud. Qu'après, souvent, on est intéressé vers d'autres solutions Atlassian dans la même plateforme, parce qu'après, tout est connecté ensemble. On a Jira Product Discovery, oui, pour la phase idéation de projet. On a aussi beaucoup d'autres solutions, type Atlas ou Compass. On a toute une panoplie. Je pense qu'après, ma manager, Émilie Rochdy, va présenter ça à la fin de la journée. Donc, bah oui, il y a toute une plateforme maintenant, Atlassian Cloud, dans laquelle on peut faire beaucoup de choses. Donc, une fois qu'on goûte à ça, c'est vrai qu'après, beaucoup plus de choses viennent souvent. Est-ce que je vous laisse un dernier mot, Euh, une conclusion? Juste par rapport à Jira Product Discovery, en fait, il y a une équipe qui était moteur dans la version premium de Jira pour avoir Roadmap, justement. Et il s'est avéré qu'en fait, ils nous ont demandé des licences pour Jira Product Discovery. En fait. Donc oui, effectivement, ils ont la curiosité d'aller voir ce qu'il y a d'autre comme produit, et d'analyser, et ils sont très demandeurs. Voilà. Non, et puis je tiens à remercier Valiantis Atlassian, et c'est loin d'être de la langue de bois. Je pense que vous êtes tous amenés à travailler avec différents partenaires, avec différents fournisseurs, voire même clients, où des relations de confiance ne sont pas forcément à l'ordre du jour, et avec lesquelles ça ne se passe pas forcément bien, notamment en période un peu critique. Valiantis, ça fait presque 10 ans qu'on travaille avec eux. Quand on a installé en fait nos premières versions chez nous, on-prem, on a déjà contractualisé un certain nombre d'éléments et de choses avec Valiantis pour nous assister, notamment sur du consulting. Quand j'ai repris en fait le lead sur cette solution, on se pose toujours la question de savoir si c'est le bon partenaire. Et tout le monde m'a dit ouais, vas-y, les yeux fermés. Et ça fait quelques temps qu'on bosse ensemble. Et cette migration, cette transformation est un peu critique, notamment comme tu l'as indiqué, avec un no-go 2-3 jours avant. Et on a su tous en fait repartir, rebondir et pour replanifier des choses au plus vite et faire en sorte que nos interlocuteurs métiers ne nous prennent pas entre guillemets pour des rigolos. Donc on apporte des solutions grâce à vous, côté consulting, côté commercial également, et puis côté Atlassian, avec qui on a également eu des échanges plutôt conséquents et nombreux ces dernières semaines. Donc merci à vous tous. Merci à vous pour le retour. J'espère que l'année prochaine, on pourra continuer de discuter, non pas sur la transformation cloud, mais sur les nouveaux usages de vos solutions. Maintenant, si vous avez des questions, si vous souhaitez aborder certains sujets, on est là. On a plus de micro. Il y a eu une surprise Access, si j'ai bien compris. Alors, vous aviez 1000 utilisateurs Jira Confluence, et vous êtes arrivé à 2000 utilisateurs, un peu plus. En plus. Ou plus Access. Comment vous avez géré ça? Parce que les licences Access, on les paye. On en paye. Moi, par exemple, j'avais prévu 2000 et on est 2250 utilisateurs. Et on était à 6000 utilisateurs d'un seul coup. Comment vous avez géré cette avalanche? Alors, pour l'instant, enfin, on avait misé sur 1200 licences. On est à 1250. On s'attendait à beaucoup moins. Donc, on a demandé un devis pour plus de licences Access. Mais non, il y a du ménage à faire, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les changer de policy, déjà, ça permet de diminuer le nombre de licences. Nous, tout ce qui est Trello, tout ce qu'on gère pas, donc on gère que Confluence et Jira, donc tout ce qui est Trello, il y a quoi, Bitbucket un petit peu, on les a passés en on-billing. Donc, mais ça, c'est pas dans l'urgence, mais dans un premier temps. Mais on veut vraiment, du coup, on a réfléchi, parce qu'au début, on a dit, on veut pas payer plus, c'est pas nos produits, enfin, on les gère pas. Et finalement, on a la main mise sur tous ces comptes. Maintenant, c'est nous qui les gérons, on s'est dit. On va demander l'argent, hein, on va demander, et on va prendre des licences supplémentaires pour intégrer ces comptes. Et en fait, le but, c'est tout de passer en SSO par chez nous. On veut aucun compte local. Donc voilà. Donc, juste pour me permettre d'ajouter quelque chose, parce que c'est une discussion qu'on a en ce moment justement avec Valiantis et Atlassian, puisqu'on n'est pas Access. Alors déjà, quand on est en premium, on peut déjà voir le potentiel des gens qui utilisent Trello ou Bitbucket et qui sont non facturés. On le voit dans l'organisation, donc on peut déjà, en fait, à partir du moment où on déclare un domaine,
Attention, hein, ils vont me voir si j'ai bien écouté. Donc à partir du moment où on déclare un domaine, on va devenir en fait propriétaire de l'ensemble des utilisateurs qui utilisent ce domaine, c'est-à-dire propriétaire dans le sens où on va pouvoir les administrer. Donc on va pouvoir dire on les supprime, on les modifie, enfin on va pouvoir agir sur ces comptes. Et en fait, nous, on a 800 licences, pour être transparente, Jira et Confluence à date. Et on a, pareil, plus de 2000 en fait, personnes qui ont, dans notre organisation, qui ont créé un compte avec YR.net. Donc, je pense que nous, quand on va passer sur Access, c'est la préconisation qu'on a eue, c'est bien de gérer deux policies différentes. Donc, de mettre tous ces comptes Trello, tous ces comptes Bitbucket en non refacturables, et de mettre en facturable tous ceux qui utilisent Jira et Confluence. C'est pas si dramatique d'avoir autant de comptes. C'est hyper intéressant. Par contre, ça permet de reprendre la main sur comment les personnes à travers le monde utilisent les comptes d'entreprise. Et ça, c'est pour nous, Groupe Rocher, très important d'avoir cette gouvernance. Et pardon, par contre, il ne faut pas se le cacher, ça a quand même été beaucoup de travail, notamment pour identifier des profils qui utilisaient Trello, mais qui utilisaient aussi Jira et Confluence, de ceux qui utilisaient que Trello ou que Jira et Confluence. Donc oui, Stéphane a passé beaucoup de temps là-dessus, à gérer les profils et à savoir à quelle policy on devait leur appliquer. Ouais. Donc si vous êtes à 6000, que vous avez 2000 licences, bon courage. Philippe, c'est le travail déjà fait. C'était l'année dernière, il n'y avait pas encore toutes les solutions qu'il y a aujourd'hui. Une petite question, quand vous êtes passé sur serveur, on ne vous a pas obligé de passer sur Access? C'était pas une obligation pour vous? Non, pas du tout. Enfin, nous, on voulait, on était sur serveur, on était déjà avec une authentification Azure AD en SSO, donc il fallait Access pour pouvoir faire la même chose. Et donc on avait la même approche de mettre en unbillable Trello et Bitbucket, mais finalement, on veut vraiment que tous nos comptes, en fait, ils soient gérés depuis notre Active Directory dans Azure, parce que c'est ce qu'on faisait pas dans le serveur. Donc dans le serveur, ils pouvaient plus se connecter les gens, mais on gardait les licences. On en avait 2000, donc ça ne posait pas de problème. D'où le problème de comptes supplémentaires. Et du coup, on a décidé, je pense qu'on va prendre des licences supplémentaires pour pouvoir vraiment gérer hammersport.com pour tout, quels que soient les accès à Atlassian. Philippe, est-ce que tu as un retour côté Atlassian? Juste un point un peu technique sur la mise en place de Atlassian Access. Je pense que dans la mise en place d'Atlassian Access, il faut aussi s'assurer qu'on a bien les groupes dans votre Azure AD ou IDP d'utilisateurs Atlassian ou Jira ou Confluence. Donc souvent, vous aurez peut-être des groupes Atlassian User dans votre IDP. Il faut simplement synchroniser ces groupes-là et faire un groupe mapping entre votre IDP et Atlassian Access et non pas synchroniser tous les utilisateurs de votre IDP. Si vous faites ça, ils deviendront tous automatiquement billable. Après, avec une facture de 6000 pour Access. Si vous synchronisez que les groupes d'utilisateurs qui sont in scope, pour l'usage officiel d'Atlassian, vous payerez que pour cela et tous les autres seront après en non facturables. Voilà. Ouais, c'est quand même Access vraiment intéressant, notamment si on a une volonté ou si on a déjà de l'identity management, de la gestion d'identité chez nous. Ça simplifie grandement les choses. Un nouvel arrivant ou une personne qui sort, on gère très simplement son profil en se basant sur un annuaire d'entreprise et sur une gestion d'accès aux applications et via la solution d'identité management. Donc pour nous, la question ne s'est pas longtemps posée et c'est vraiment une règle qu'on essaie d'appliquer, c'est tout passe par notre annuaire d'entreprise et tout passe par nos solutions d'authentification. Ouais. Une autre question? Profite que le micro passe ici. On est actuellement, nous, sur une instance data center. On a fait le choix depuis pas mal d'années pour des questions de disponibilité, ainsi de suite. On a 12 000 utilisateurs. On a pas mal de plugins, Confluence, Jira. Et j'ai fait juste le calcul en prenant les licences, point barre, sans me poser la question si techniquement ça faisait exactement la même chose, ainsi de suite. On fait une facture x3. Et je vous prie de croire que la différence, ça permet largement de payer l'infrastructure et mon équipe qui travaille dessus. Et comment je justifie ça
à mon management, parce que je suis tout à fait en phase avec les intérêts, les avantages du cloud. On en a cité pas mal. Je mettrais juste un bémol sur la sécurité, parce qu'on est sur les LTS et en moins de 2 heures, on a déployé le fixe. Donc ça, à la limite, on est mieux. On est content actuellement de ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres fonctionnalités. Par contre, la différence de coût, elle est difficile. Je ne vous cache pas, c'est un challenge, hein, surtout pour les grands déploiements. La différence de prix est peut-être 2 fois 3, oui. Après, comment on résout ça ça, il faut parler beaucoup avec nous, avec votre équipe de compte chez Atlassian, s'il faut le partenaire, pour découvrir un peu comment ce que le cloud peut apporter le plus pour vous en termes de valeur. Et ça prend du temps à découvrir. Donc, oui, il y a beaucoup plus. Enfin, on est cloud first, on est beaucoup innovant dans le cloud. Et après, il faut voir qu'est-ce qui colle pour vous. Et ça prend du temps à découvrir. Donc, c'est vrai que c'est une discussion qu'on a souvent avec nos clients. C'est pas une migration Aziz, en fait. C'est-à-dire, si on fait une migration Aziz, on est souvent coûté. C'est pour ça que souvent, la discussion que moi j'ai avec mes clients, c'est quel va être l'apport de valeur, quels sont les usages qui arrivent. Comme on dit, c'est pas la même couverture. Donc, il y a peut-être des choses dedans qui sont inclus. On parle de Confluence Whiteboard qui va arriver, on a l'IA qui est là, on a les Virtual Agents qui sont là, qui n'existent pas sur le data center. Donc voilà, c'est ce qu'il faut regarder aussi, c'est les nouveaux usages et s'il y a une résonance en interne dans l'entreprise pour apporter ces solutions. Parce que la prise de valeur, elle va être là. Elle n'est pas juste sur je passe de l'interne à l'externe, ça va être difficile. À moins qu'il y ait besoin aussi des fois d'économie, en se disant on ne veut plus prendre en interne, comme certains groupes. Notre stratégie, c'est le cloud. Donc on ne regarde même plus data center ou pas, c'est notre stratégie, donc on va sur le cloud. Oui, clairement, la stratégie, de toute façon, elle est un peu partout. Après, c'est plus une question de prix, quoi. Mais là, elle est difficile. Par contre, effectivement, sur des instants, je vais dire monolithiques comme les nôtres, où on a des plugins qui sont utilisés par 200 personnes et on paye pour 15 000, la solution dans le cloud, là, j'ai pas regardé, on veut peut-être partir un peu technique, ça permet de segmenter peut-être les particularités, les choses comme ça ou... Oui, si vous partez sur un modèle, ce qu'on appelle le plan Enterprise, vous pouvez avoir vous payez pour un seul utilisateur unique dans l'org, et cet utilisateur peut avoir accès à un nombre illimité de sites. Donc c'est là où après vous pouvez penser à une architecture de sites différents de on-prem. Là vous avez un site monolithique on-prem, enfin une instance monolithique. En cloud, vous pourrez avoir plusieurs instances différentes, plusieurs sites différents, plus accès métier peut-être. Et là, du coup, l'application, vous la payez que pour un nombre réduit de... Après, on a aussi des exercices de rationalisation des process. Parce que, par exemple, on se rend compte que beaucoup de clients en on-premise utilisent, par exemple, ScriptRunner. ScriptRunner, on sait que c'est la solution magique pour éviter des investissements sur les add-ons ou sur des usages métiers. Mais ça a un coût important de maintenance. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait un upgrade ou autre, on doit avoir ça en tête. Et maintenant, avec l'automation qui est natif chez Atlassian, on a beaucoup de cas d'usage ScriptRunner qui basculent sur automation. Et nous, on essaye, en travaillant avec les équipes techniques chez nous, de décommissionner ScriptRunner pour être le plus près nativement de la solution, réduire ses coûts de maintenance. Donc voilà, il y a des choses aussi à regarder pour réduire la complexité et vous aider à aller sur le cloud. Merci. Juste pour revenir sur Enterprise, c'est pas x3 là, c'est x combien? Ah oui, du coup, Enterprise, ce sera... Mais à voir avec... Vous payerez pour 200 utilisateurs le plugin. Je pense que j'avais fait le calcul avec Enterprise, je crois. Ouais, j'avais pris... Data Center, c'est déjà beaucoup plus cher que les versions serveurs. Oui. Oui. x3 me paraissait énorme. C'est par rapport à serveur déjà. x3. Mais juste une question par rapport à... Il y a eu pas mal de failles de sécurité dernièrement sur les produits. Vous les avez gérées comment? Votre sécurité, nous, elle nous a vraiment emmerdé, excusez-moi du terme. Mais... Ah oui. Là, j'ai le truc, mais je vais dire la dernière faille, je pense, qui était sur Confluence ou je ne sais plus. Ouais. La LTS est dispo. 2 heures après, c'est bon. On avait livré sur toutes nos instances. Donc, nous, ça va. Mais ça vous oblige à avoir quand même une équipe, une équipe dédiée qui connaît bien les produits. Et ça a un coût vraiment aussi. Oui. Mais donc quand vous comparez les coûts, il faut vraiment regarder l'hébergement, l'exploitation, enfin le TCO. Oui, mais je vous disais cette différence donc entre le x1 et x3, cette différence, elle paye largement cette équipe-là. Nous, on est managé par Valiantis, du coup, on doit programmer ça, tout, ça prend du temps, la sécurité derrière.
Et tout ça, comme disait Christian, le vrai plus avec le cloud, c'est que c'est transparent et il n'y a même souvent pas d'interruption de service, quoi. Bonjour, Laurent Mitton, Canal+. Je voulais parler un peu de gouvernance parce que c'est vrai qu'on passe, j'ai l'impression comme vous, d'un mode où chacun fait ce qu'il veut sur ses projets à un mode plus centralisé. Comment on fait ce changement de culture qui est quand même relativement violent pour les équipes de dev? Bah, je crois que vous avez tout résumé, c'est de la violence. Non, je veux dire que voilà, il faut être assez fort et assez encadré et supporté par son top management pour imposer des choses. Parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, ça peut être une douloureuse pour un bon nombre de personnes, mais en même temps, on est tellement poussé par la sécurité qu'il est bien plus simple de faire passer certaines choses, comme une restriction d'accès, comme retirer des droits d'administrateur que ce qu'on pouvait faire à l'époque, où là, il y avait une totale liberté de chacun de faire ce qu'il voulait sur ces environnements, alors qu'aujourd'hui, on nous retire même à nous, IT, des droits d'admin sur nos propres machines. Alors de retirer des droits fonctionnels de l'administration sur des données qui peuvent être critiques, c'est bien plus simple. Mais il faut l'imposer, c'est certain. Ouais. Et derrière, bien sûr, il y a de la communication. On a la chance, nous, d'avoir des équipes très proches, géographiquement parlant, et puis même très proches au niveau management. Donc on se connaît tous, même si on est 250, on se connaît quasiment tous, et on discute beaucoup. Donc ouais, c'est beaucoup de discussions café pour faire passer les choses, et c'est prendre le temps d'y aller. Ouais. Mais au-delà des droits admin, il y a les droits de workflow. Enfin, nous, on voit, on a 150 schémas de workflow, c'est juste ingérable. Quand on commence à mettre le nez dedans, on se rend compte que c'est l'enfer. C'est comment on gère ça? Est-ce qu'on fait une guilde de chefs de projet pour faire 5-10 workflows standards et qu'à chaque fois qu'on fait une modif, on le fait tous ensemble? Comment on peut gérer ça, quoi? Enfin, nous, on en est à ces questions-là, quoi. Moi, du coup, pour la gouvernance qu'on a fait, parce que moi, je suis arrivée dans l'ère où c'était très ouvert. Donc, on avait plus de 25 administrateurs environ. Moi, je suis passée en fait au comité de direction et j'ai dit à chaque direction, je propose qu'il y ait des cas. Donc, c'est un gros changement de mindset. Et on a réécrit en fait la fiche de rôle de l'administrateur, la fiche de rôle du key user, enfin de l'utilisateur, et on les a repartagés avec les équipes. Et dans la communication, moi, ce que je dis, c'est que quand on est administrateur, on a des droits et donc on prend des risques et on prend des responsabilités. Et là, quand on rappelle aux gens que l'administration, on peut faire des dégâts, bizarrement, il y a beaucoup moins aussi qui vont vouloir être administrateurs. Et puis, c'est une charge de travail. Et puis, je repositionne l'administrateur pas comme une tour d'ivoire d'administration, mais comme le doer. Pour moi, c'est le doer. C'est celui qui fait, celui qui va opérer sur les workflows. C'est celui qui va accompagner les équipes réellement sur leur construction, leur paramétrage. Et donc voilà, c'est toute une communication, une acculturation à ça. Moi, j'ai lancé une communauté d'administrateurs, par exemple, où on échange tous les mois. Pour l'instant, c'est beaucoup moi qui vais véhiculer pas mal de choses, mais voilà, on travaille, il y a des rétex, et eux, ils sont plus opérationnels, un peu moins certains vraiment dans le rôle ou la compétence de l'administrateur, et ça va évoluer. Hein. Mais c'est intéressant parce qu'ils sont plus au terrain, et du coup, on va pouvoir remonter des éléments. Donc ça, c'est un premier élément, c'est bien repositionner les rôles, et puis rappeler qu'un rôle égale une responsabilité. Et ensuite, pour la gouvernance, alors moi, c'est pareil. J'avais je ne sais pas combien de workflows créés. Parfois, juste un tout petit truc qui change. Parfois, des fautes d'orthographe. Parfois, des fautes de français, des fautes d'anglais. Donc, en fait, moi, ce que je fais, pour être honnête, c'est que j'agis. Petit côté américain, j'avoue. Donc, en fait, je regardais ce qui n'était pas utilisé en workflow. Et j'ai dit, c'est pas utilisé, je supprime. Voilà. Par exemple, pour les utilisateurs, on en parlait tout à l'heure, on a plus de 2000. Moi, j'ai regardé ceux qui étaient inactifs. Et j'ai fait désactiver. Alors, j'ai pas fait supprimer, parce que bon, je suis quand même précautionneuse. Mais j'ai désactivé comme ça 600 comptes. Alors après, mon management m'a dit, Gwenola, t'as perdu 1 heure. J'ai dit non, j'ai gagné 1 heure pour l'entreprise, parce qu'on a 600 qui sont enlevés. On ne sait pas à quoi ils correspondent. Il y a des gens qui sont partis de l'entreprise, on ne sait même pas. Et au final, il y a des gens qui m'ont réécrit pour me dire, j'ai perdu mes accès, parce que c'est bien fait, Atlassian, il envoie un beau mail en disant, écrivez bien à ces administrateurs, vous avez été désactivés. Et j'en ai eu une dizaine seulement. Sur 600. Donc le gain, il est... moi, j'ai dit, j'ai gagné énormément. Donc en fait, je prends des actions comme ça. C'est-à-dire que les workflows qui ne sont pas utilisés, je les enlève. Je repose des questions sur les statuts. J'ai des statuts, j'ai dit, moi, je ne les comprends pas. Je pose la question aux administrateurs de la communauté. Je dis, est-ce que vous les comprenez? Si vous ne les comprenez pas, on les enlève, on les supprime. Et les workflows, je commence à créer des modèles standards.
sur les workflows. Et je les propose aux nouveaux arrivants. Parce que souvent, les nouveaux projets, ils n'ont pas la réflexion, alors sauf s'il y a quelqu'un qui connaît un peu Atlassian historiquement, mais souvent, ils n'ont pas une imagination débordante. Et souvent, ils veulent juste un projet. Et là, je leur propose le workflow par standard. Par contre, dans les standards, moi aussi, je ne suis pas dogmatique. Donc en fait, si jamais ils reviennent, ils veulent modifier le workflow, bien sûr qu'on le modifie. Mais on le codifie bien, on le remodifie, et du coup, ils n'utilisent plus le standard. Typiquement, sur les administrateurs, c'est pareil. On a un développement, là, une équipe qui est petit bateau au Japon, pour ne pas citer, très loin de nous, culture très différente. On va les pénaliser à les administrer, ce qui passe par nous, administrateurs, pour pouvoir opérer. Et pourtant, ils veulent être company manage. Donc, génial, ils veulent être dans les mêmes fonctionnements que nous. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné l'administration, les droits d'administrateur à cette personne. Et en lui rappelant les responsabilités, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle intervienne, elle prend des risques. Et si elle prend ces risques, c'est elle qui les prend. Donc, il va falloir faire attention, parce qu'elle a des droits, bien sûr, avancés sur l'ensemble de l'administration. Donc en fait, ça se travaille avec certains standards et en montant une flexibilité. On va dire agile, mais c'est vrai que c'est un peu le thème du jour, mais il faut rester agile, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Après, dans le cadre de la transformation dans lequel vous avez, on parle des fois des chefs de projet et souvent des méthodologies très différentes ou qui changent un peu. Ça peut être l'occasion de mettre des communautés de pratique pour fédérer, parce que souvent on est de plus en plus dans des entreprises alignées qui ont besoin d'avoir des indicateurs partagés. Et donc, faut qu'il y ait aussi, ça peut être l'occasion qu'ils réfléchissent entre eux de c'est quoi la waterfall, c'est quoi le process agile, et aller vers un peu plus de standards. Je ne dis pas de garder qu'un seul template, mais au moins de les réduire, de rendre quelque chose de plus simple à administrer. Ouais, ce que nous on imagine, c'est effectivement un catalogue de templates et de workflows, 5, 10, 15 maximum, et qu'après, à chaque modif, mais après la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on bloque par défaut, ils nous posent la question, ou est-ce qu'on leur laisse la possibilité, et finalement on revient derrière. C'est vrai que c'est compliqué, mais quand on arrive à 150 workflows, 400 états et 500 variables, ça devient ingérable. Et très souvent, c'est parce que soit ils connaissent pas, soit ils font des fautes d'orthographe, soit on mélange de l'anglais et du français. Enfin, en fait, c'est des trucs assez basiques, en fait. Et après, il y a aussi l'après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette rationalisation, c'est comment est-ce qu'on garde la main et la maîtrise. Et donc, il y a aussi cette discussion à avoir. Quelqu'un qui va venir demander une évolution, c'est comment on le challenge. C'est bien beau de venir nous demander un projet, mais si la personne derrière, c'est pour faire 3 tickets dans l'année, ça ne valait peut-être pas le coup d'investissement. Donc des fois, il y a aussi à regarder qui est venu demander et l'investissement qu'on a fait. Et maîtriser la compréhension de l'outil. Moi, je vois, par exemple, ils voulaient des états particuliers dans les workflows. Au final, j'ai dit, mais est-ce que ça, c'est pas tordre le modèle et plutôt utiliser le component, quoi. Et au final, en faisant ça, ils utilisent component et au final, je reste sur un workflow classique. Et moi-même, j'apprends au fur et à mesure que je rentre dans l'Atlassian des possibilités différentes. Mais les gens aussi confondent état et board, et affichage des boards, passation, on va dire, d'étapes dans les boards. Et ça, c'est une acculturation, c'est-à-dire qu'ils veulent le nom en fait de la colonne dans le board, soit le nom de soit l'état identique. Et moi, je leur dis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, il faut pas rester sur cette façon de fonctionner parce que du coup, ça crée sinon une démultiplication des états, quoi. Et ça, moi, honnêtement, il y en a beaucoup. Et c'est un travail qu'on va faire. Et honnêtement, moi, je fais ça, je regarde ce qui n'est pas utilisé, je supprime. Voilà, c'est un peu... Mais c'est pas utilisé. Et c'est vrai que chez nous, c'est les 3 U, utiliser, utilisable, utile, utiliser, utilisable, chez nous, chez Groupe Rocher. Et c'est pas utilisé, on garde pas. Bonne méthode, ouais. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question ou... Et pardon. C'est compliqué. Bon, sinon, n'hésitez pas à venir nous. Non, je voulais juste te dire, c'est au niveau de la gouvernance, on n'échappe jamais en gros à une phase de clean-up, de nettoyage. Ça, je pense que c'est la base de tout quand on migre ou qu'on se transforme ou qu'on démarre un nouveau projet en partant sur un historique fort. Et puis la gouvernance, elle est mouvante, un peu comme nos pratiques et nos équipes. C'est-à-dire que nous, on a pris le parti d'être assez strict sur nos premières règles de gouvernance déployées, en disant ok, il n'y a plus vraiment d'admin, il y a des groupes que nous on définit, et puis on s'aperçoit que c'est pas viable. Donc on réfléchit à comment on peut donner plus de souplesse et d'agilité, mais en parlant de souplesse plutôt, et de réactivité aux équipes. Et là, on remet en place de nouvelles règles. Et donc je pense qu'on a déjà vu 3-4 fois notre manière de gérer les groupes, les utilisateurs depuis qu'on a lancé Atlassian et Jira et Confluence chez nous, et qu'on a en charge la gouvernance de cette appli et la responsabilité.
Voilà. Donc, ceci clôt notre présentation. S'il reste des questions dans l'assistance, on est encore là, donc n'hésitez pas à venir nous parler. Tout à fait. Passez une bonne après-midi. Avant de conclure, juste pour information, le 23 novembre prochain, on organise un atelier en ligne de 3 heures pour accompagner les personnes qui pensent à planifier leur migration vers le cloud. C'est un atelier gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Il y a le QR code qui est sur le PowerPoint. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci pour ces témoignages.